Je m'appelle Nathalie, j'ai 28 ans, et je suis une ingénieure en logiciel qui a réussi. Pendant des années, j'avais soutenu financièrement mes parents malgré leurs critiques constantes. Ce soir fatidique, au restaurant haut de gamme, quand mon père a ricané, qu'est-ce que ça fait d'être la plus inutile ici, et que tout le monde a ri, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Les mots ont franchi mes lèvres avant que je puisse les retenir, qu'est-ce que ça fait de savoir que cet inutile ne paiera plus vos factures? Dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez savoir comment ma vie a changé après que j'ai finalement pris ma défense. Grandir dans la maison des Thompson, c'était comme marcher sur des œufs chaque jour. Mes parents, Robert et Diane, avaient un talent particulier pour me faire sentir inadéquate, peu importe ce que je réalisais. Quand je ramenais d'excellentes notes, mon père jetait un œil à mon bulletin et demandait pourquoi je ne participais pas à plus d'activités extrascolaires comme les enfants normaux. Quand j'ai gagné le concours scientifique régional en 4e, ma mère a soupiré et a dit que c'était dommage que je n'ai pas mis autant d'efforts dans mon apparence. Ce schéma de dénigrement m'a suivi tout au long de mon enfance et de mon adolescence. Mes réussites étaient constamment minimisées tandis que mes défauts étaient magnifiés et exposés à la vue de tous. Les réunions de famille devenaient des scènes où mes parents jouaient leur numéro préféré, le spectacle de la déception, avec leur fille Nathalie en vedette. Malgré leur manque de soutien émotionnel, j'ai excellé sur le plan académique. J'étais déterminé à prouver ma valeur, bien que je ne semblais jamais pouvoir atteindre la barre incroyablement haute qu'ils avaient fixée. Quand j'ai reçu une bourse complète pour une prestigieuse université en informatique, mon père a fait remarquer que j'avais de la chance et que n'importe qui pouvait entrer à l'université de nos jours. Ma mère s'est demandé à voix haute pourquoi je n'avais pas choisi une carrière plus appropriée pour une femme. L'université est devenue mon échappatoire. Loin de leurs critiques constantes, je me suis épanoui. J'ai obtenu mon diplôme en tête de ma promotion avec plusieurs offres d'emploi d'entreprises de technologie. J'ai accepté un poste chez Texfer, une entreprise de logiciels en pleine croissance en ville, et je me suis rapidement imposé comme un membre précieux de l'équipe. En 3 ans, j'avais été promu 2 fois et je dirigeais ma propre équipe de développement à l'âge de 25 ans. Mon succès financier est arrivé rapidement, et avec lui, un fardeau inattendu. 6 mois après le début de ma carrière, mon père a perdu son emploi. Ma mère, qui n'avait jamais travaillé hors de la maison, m'a appelé en larmes, expliquant qu'ils risquaient de perdre leur maison. Sans hésitation, j'ai proposé de les aider temporairement avec les mensualités de leur prêt immobilier. Ce qui avait commencé comme une solution à court terme s'est en quelque sorte transformé en un arrangement permanent. Bientôt, je ne couvrais plus seulement leurs prêts immobiliers, mais aussi les paiements de leurs voitures, leurs factures de services publics et même leurs courses hebdomadaires. Chaque mois, près de 40% de mon revenu allait directement au soutien de mes parents. Ils n'ont jamais exprimé de gratitude. Au lieu de cela, ils agissaient comme si c'était mon obligation. Après tout, nous t'avons élevé, disait ma mère. C'est la moindre des choses que tu puisses faire. Le fait que je m'étais élevée toute seule, que je préparais mes propres repas depuis l'âge de 12 ans et que j'avais financé mes études universitaires grâce à des bourses semblaient être des détails commodément oubliés. Malgré mes contributions financières, leur violence psychologique n'a jamais cessé. Au contraire, elle s'est intensifiée. Lors de nos appels téléphoniques hebdomadaires, ma mère s'enquérait de ma vie amoureuse, exprimant sa crainte que je ne finisse seul avec tous ces ordinateurs. Mon père me questionnait sur mes économies, suggérant que je devrais gagner plus d'argent à ce stade. Chaque conversation me laissait épuisé et sans valeur. Ma thérapeute, la docteure Winters, suggérait doucement depuis des mois que je devais établir des limites avec mes parents. Votre relation avec eux est fondamentalement déséquilibrée, disait-elle. Vous donnez tout et ne recevez en retour que du mal psychologique. Je savais qu'elle avait raison, mais la pensée de confronter mes parents me terrifiait. J'avais été conditionné depuis l'enfance à chercher leur approbation, et l'idée de les décevoir davantage me semblait insupportable. Alors que les mois se transformaient en années, mon ressentiment grandissait en même temps que mon succès professionnel. J'ai acheté mon propre appartement, un 2 pièces moderne dans un bon quartier, tout en continuant de payer le prêt immobilier de la maison de 3 chambres de mes parents en banlieue. Je conduisais une modeste voiture d'occasion tout en finançant le nouveau VUS de mon père. Je budgétisais soigneusement mes dépenses personnelles pendant que ma mère faisait du shopping librement avec l'argent de poche que je lui fournissais. Le fardeau émotionnel devenait de plus en plus difficile à supporter. J'ai développé de l'anxiété, subissant des crises de panique avant les réunions de famille. J'ai commencé à trouver des excuses pour manquer les dîners du dimanche,
pour ensuite être bombardé de messages et d'appels culpabilisants. Je suppose que ta famille n'est plus assez importante pour toi, disait ma mère. Maintenant que tu as ton travail chic, tu es trop bien pour nous, ajoutait mon père. Dans les semaines qui ont précédé ce dîner fatidique, la tension était montée. Ma jeune sœur Amanda avait annoncé ses fiançailles, et mes parents s'étaient immédiatement portés volontaires pour organiser une fête de fiançailles extravagante, sachant très bien que ce serait moi qui réglerais la note. Quand j'ai prudemment suggéré une célébration plus modeste, ma mère m'a accusé d'être jalouse de ma sœur. Mon père m'a traité d'égoïste et m'a rappelé que je leur devais tout pour ce qu'ils avaient sacrifié pour moi. Le point de rupture approchait plus vite que je ne le réalisais. Des années de sentiments refoulés bouillonnaient à la surface, et il ne faudrait qu'une dernière poussée pour que tout déborde. Le dîner de famille mensuel était une tradition que j'avais établie à contre-cœur et financée au cours des 3 dernières années. Chaque premier vendredi du mois, je réservais une table dans un bon restaurant, et toute ma famille se réunissait pour profiter d'une soirée gastronomique à mes frais. Ces dîners me coûtaient généralement plusieurs centaines de dollars, mais je justifiais la dépense comme le prix à payer pour maintenir l'harmonie familiale. Ce vendredi particulier d'avril, j'avais réservé une table à la maison, un restaurant français haut de gamme du centre-ville. L'occasion était censée être une célébration de ma récente promotion au poste de directrice principale du développement, bien que je soupçonne que ma famille était plus intéressée par le menu coûteux que par ma réussite professionnelle. La liste des invités comprenait mes parents, Robert et Diane, ma jeune sœur Amanda et son fiancé Jackson, mon frère Michael et sa femme Sarah, et ma tante Patricia, la sœur de ma mère, qui ne manquait jamais une occasion de prendre un repas gratuit. Je suis arrivé tôt, comme d'habitude, pour m'assurer que tout était parfait. L'hôtesse m'a conduite à notre table réservée, une banquette ronde dans un coin avec un élégant lustre au-dessus. Assise seule en attendant ma famille, j'ai senti le nœud d'anxiété familier se former dans mon estomac. J'ai vérifié ma montre à plusieurs reprises, sachant qu'ils arriveraient avec au moins 15 minutes de retard, comme toujours. L'anticipation de leurs critiques faisait trembler légèrement mes mains, et je me suis surprise à prendre de profondes respirations pour rester calme. Mes parents sont arrivés les premiers, avec 20 minutes de retard. Ma mère m'a embrassé la joue sans vraiment me toucher, tandis que mon père a simplement hoché la tête dans ma direction. Ils ont immédiatement commandé les boissons les plus chères du menu sans même un bonjour. Ma mère s'est plainte du stationnement, insinuant que j'aurais dû choisir un restaurant avec un service de voiturier. Mon père a scruté les prix du menu avec des sourcils haussés, bien qu'il sache très bien que je couvrirai l'intégralité de la facture. « Tu as l'air fatigué », a commenté ma mère, sa salutation habituelle, peu importe mon apparence réelle. Je portais une nouvelle robe achetée spécialement pour cette occasion et j'avais passé plus de temps sur mes cheveux et mon maquillage. « Est-ce qu'ils te font trop travailler dans cette entreprise ? Ta peau a des boutons. » « Je vais bien, maman, ai-je répondu, résistant à l'envie de me toucher le visage, gêné. Juste occupé avec le nouveau poste. A grogné mon père. Ils t'ont probablement promu parce qu'ils ont besoin de plus de femmes à des postes de direction. Les entreprises font ça de nos jours pour leur image. Avant que je puisse répondre, le reste de la famille est arrivé en un groupe bruyant. Amanda a immédiatement attiré l'attention en exhibant sa bague de fiançailles de manière spectaculaire. Mon frère Michael avait l'air mal à l'aise, comme souvent lors de ces réunions, tandis que sa femme Sarah souriait poliment. Tante Patricia s'est précipitée vers la carte des vins. Une fois tout le monde assis et les boissons commandées, ma mère a pris le contrôle de la conversation, comme d'habitude. Elle s'est lancée dans une description élaborée des plans de mariage qu'elle faisait pour Amanda. Bien que les fiançailles datent d'à sans grave peine un mois, j'ai remarqué avec un sentiment de malaise que les plans semblaient coûteux et je soupçonnais qu'on s'attendrait à ce que je contribue de manière significative. Nous pensons à un minimum de 200 invités, a annoncé ma mère. Et le lieu des jardins Riverfront serait parfait, n'est-ce pas, Nathalie ? Elle m'a regardé avec insistance. Les jardins Riverfront étaient l'un des lieux de mariage les plus chers de la ville. J'ai hoché la tête sans m'engager, mais ma mère a pris cela pour un accord. Merveilleux. Je verserai la compte la semaine prochaine. Il demande $10 000 pour réserver la date. $10 000. La somme flottait dans l'air entre nous. Tout le monde à table savait qui fournirait cet argent. Cela semble beaucoup pour un acompte, ai-je dit prudemment. Eh bien, la qualité a un prix, a répondu ma mère d'un ton dédaigneux. Tout ne peut pas être bon marché comme ton appartement. Mon appartement de 2 pièces m'avait coûté $350 000 sur le marché concurrentiel de la ville,
mais j'ai laissé passer le commentaire, comme toujours. La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant les entrées. Mon père s'est plaint d'avoir besoin d'une nouvelle adhésion à un club de golf parce que le sien s'était dégradé. Tante Patricia a mentionné ses prochaines vacances en Europe, me regardant avec attente comme si elle attendait une offre pour les financer. Amanda a parlé sans fin des détails du mariage, chacun plus cher que le précédent. Au moment où nos plats principaux sont arrivés, je me sentais de plus en plus tendu. Personne n'avait posé de questions sur ma promotion ni montré le moindre intérêt pour mes réalisations. Au lieu de cela, la conversation tournait entièrement autour de ce que chacun avait besoin ou voulait, avec la compréhension tacite que je le fournirais. Alors Nathalie, a dit soudainement mon père, sa voix portant à travers la table. J'ai entendu dire que ton entreprise procède à des licenciements. Devrais-tu dépenser de l'argent pour des dîners comme celui-ci? La table est devenue silencieuse. Mon entreprise ne procédait pas à des licenciements. En fait, nous étions en pleine expansion. Ma promotion s'était accompagnée d'une augmentation de salaire significative et d'un plan d'actionnariat. Il n'y a pas de licenciement, ai-je dit doucement. L'entreprise se porte très bien. Ce n'est pas ce que j'ai lu en ligne, a insisté mon père. Les entreprises de technologie ont des difficultés. Tu devrais économiser ton argent. L'ironie de cette déclaration venant d'un homme dont je finançais en grande partie le style de vie lui échappait apparemment. Robert a raison, est intervenue ma mère. Tu dois être plus prudente avec l'argent. Tu ne rajeunis pas, et aucun homme ne veut d'une femme qui ne sait pas gérer ses finances. J'ai senti mon visage s'empourprer. Je gère très bien mes finances, ai-je dit, la voix tendue. Vraiment, a raillé mon père. Alors pourquoi es-tu toujours dans ce minuscule appartement? Tout le monde de ton âge a une vraie maison maintenant. Tout le monde de mon âge ne paie pas pour 2 foyers, voulais-je dire. Mais je me suis mordu la langue. Amanda a saisi l'occasion pour parler de la maison qu'elle et Jackson prévoyaient d'acheter après le mariage. Nous regardons dans le quartier d'Oak Ridge, a-t-elle dit. Les maisons là-bas commencent à environ 600 000 $. Quartier charmant, a approuvé ma mère. Nathalie, peut-être que tu pourrais les aider avec l'apport comme cadeau de mariage. 20%, ce serait quoi? 120 000 $. Ce serait si généreux de ta part. L'audace de cette suggestion m'a laissé momentanément sans voix. On m'avait déjà informé que je paierais pour le mariage, et maintenant on s'attendait à ce que je fournisse également un apport pour une maison. La tension à table montait, et je sentais quelque chose changer en moi. Des années de sentiments refoulés menaçaient de faire surface. J'ai pris une gorgée d'eau, essayant de rester calme. En fait, ai-je commencé, je pensais à acheter une maison moi-même, peut-être à Oak Ridge aussi. Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma famille a échangé des regards, clairement dérangés par l'idée que je puisse dépenser mon argent pour moi-même pour une fois. Ne sois pas ridicule, a finalement dit mon père. Tu n'as pas besoin d'une maison. Que ferais-tu avec tout cet espace? Ce serait du gâchis pour toi. De plus, a ajouté ma mère, tu dois te concentrer sur l'aide à Amanda en ce moment. Son avenir ne fait que commencer. Et mon avenir à moi, ai-je demandé, me surprenant moi-même avec cette question. Mon père a ri, un son bref et méprisant qui m'a transpercé comme un couteau. Il a regardé autour de la table, encourageant les autres à se joindre à son amusement à mes dépens. Ton avenir? Allons, Nathalie. Soyons réalistes. Et puis sont venus les mots qui allaient tout changer. Se penchant en avant avec un ricanement, il a demandé assez fort pour que les tables voisines entendent, qu'est-ce que ça fait d'être la plus inutile ici? Tout le monde a ri. Ma mère, ma sœur, ma tante, même mon frère Michael a eu un petit rire mal à l'aise. Seule Sarah, la femme de mon frère, est restée silencieuse, les yeux baissés sur son assiette. À ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que quelque chose a finalement été réparé. Le poids d'années de violence psychologique et d'exploitation financière est soudainement devenu insupportable, et j'ai su que je ne pouvais plus le porter. Le rire autour de la table a semblé s'étirer en une éternité alors que j'étais assise là, mon visage brûlant d'humiliation et d'une colère grandissante. Dans ce moment suspendu, des souvenirs ont défilé dans mon esprit, les innombrables fois où j'avais été rabaissé, les sacrifices que j'avais faits, l'argent que je leur avais donné, la violence psychologique que j'avais endurée dans l'espoir de gagner un amour qui n'est jamais venu. J'ai regardé l'expression suffisante de mon père, le sourire amusé de ma mère, le visage joyeux de ma sœur,
et quelque chose s'est cristallisé en moi. La clarté et la résolution ont remplacé mon anxiété habituelle. Sans l'avoir prévu, sans le filtrage minutieux que j'appliquais habituellement à chaque mot que je disais à ma famille, j'ai répondu. Qu'est-ce que ça fait de savoir que cet inutile ne paiera plus vos factures? Le rire s'est arrêté brusquement. 5 visages choqués me fixaient alors que mes mots flottaient dans l'air entre nous. L'expression de mon père est passée de l'amusement à la confusion, puis à la colère. De quoi parles-tu? A-t-il exigé, sa voix plus basse mais intense. Exactement de ce que j'ai dit, ai-je répondu, surprise par la fermeté de ma voix. C'est fini. Plus de paiements de prêts immobiliers, plus de prêts auto, plus de factures de services publics, plus de paiements de cartes de crédit, plus de financement de votre style de vie pendant que vous me traitez comme une ordure. Le visage de ma mère a pâli. Nathalie, tu ne peux pas être sérieuse. Tu es juste sensible, comme d'habitude. Je n'ai jamais été aussi sérieuse de ma vie, ai-je dit. Pendant des années, je vous ai donné tout ce que je pouvais, financièrement et émotionnellement. Et qu'ai-je eu en retour? Des critiques, des moqueries et du mépris. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a commencé mon père, son visage rougissant de colère. C'est comme ça que tu nous remercies? En faisant une scène en public? Qu'avez-vous fait pour moi, exactement, ai-je demandé, sincèrement curieuse de savoir ce qu'il croyait être ses contributions. Avez-vous payé pour mon éducation? Non, j'ai obtenu des bourses. Avez-vous soutenu mes choix de carrière? Non, vous les avez rabaissés. M'avez-vous même fourni un soutien émotionnel? Non, vous avez démoli chaque accomplissement. Nous t'avons donné la vie, a sifflé ma mère de façon dramatique. Nous t'avons élevé, nourri, vêtu. Le strict minimum requis par la loi, ai-je noté. Et je rembourse cette obligation parentale de base au centuple depuis des années maintenant. La stratégie de mon père est passée de la colère à l'intimidation, sa spécialité. Tu ne nous couperas pas les vivres, a-t-il dit avec une certitude froide. Tu n'oserais pas. Regardez-moi faire, ai-je répondu en sortant mon téléphone. En fait, laissez-moi vous montrer à quel point je suis sérieuse. J'ai ouvert mon application bancaire et, en quelques clics, j'ai annulé le paiement automatique prévu pour leur société de prêt immobilier le lundi suivant. Voilà, c'est le dernier paiement de prêt immobilier que vous recevrez de moi. Ma mère a eu un hoquet. Nathalie, ce paiement est dû la semaine prochaine. Comment allons-nous le payer? De la même manière que les autres adultes. Avec votre propre argent, de vos propres emplois. Tu sais que ton père n'a pas pu trouver de travail convenable, a protesté ma mère. Il n'a pas cherché, l'ai-je corrigé. Pourquoi le ferait-il alors qu'il m'a comme son guichet automatique personnel? Ma sœur Amanda, voyant le flux d'argent facile potentiellement se tarir juste avant son mariage coûteux, a décidé d'intervenir. Nathalie, tu es cruelle. Maman et papa t'ont toujours soutenu. Et mon mariage? Tu as promis. Je n'ai jamais promis de payer pour ton mariage, ai-je dit calmement. Cela a été décidé pour moi, pas par moi. Comme tout le reste. Mon frère Michael, qui était resté silencieux jusqu'à présent, a pris la parole à la surprise générale. Elle a raison, vous savez. Nathalie soutient tout le monde depuis des années, et personne ne la remercie jamais. Au lieu de cela, vous en demandez tous toujours plus. J'ai regardé mon frère avec surprise et gratitude. C'était la première fois qu'il me défendait contre nos parents. Mon père a tourné sa colère vers Michael. Reste en dehors de ça. C'est entre nous et ta sœur. Non, a dit Michael fermement. Cela nous concerne tous, et la façon dont nous avons profité de Nathalie. Ma mère, voyant son contrôle de la situation lui échapper, a eu recours à sa tactique la plus efficace, les larmes. Ses yeux se sont remplis sur commande et elle les a tamponnés délicatement avec sa serviette. Je ne peux pas croire que ma propre fille nous ferait ça, après tous les sacrifices que nous avons faits. Quel sacrifice, maman, ai-je demandé. Nomme un seul sacrifice important que tu as fait pour moi au cours des 10 dernières années. Elle n'a pas pu répondre, se tournant plutôt vers ma tante pour obtenir du soutien. Patricia, peux-tu croire comment elle nous parle? Tante Patricia, qui avait discrètement calculé comment ce développement pourrait affecter ses propres intérêts financiers, a choisi ces mots avec soin. Peut-être devrions-nous tous nous calmer et discuter de cela en privé, pas dans un restaurant. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. J'ai pris ma décision.
Je ne soutiendrai financièrement plus aucun d'entre vous. Mon père a frappé sa main sur la table, faisant sauter les verres et faisant se retourner plusieurs convives voisins. Écoute-moi bien, jeune fille. Tu as des obligations envers cette famille. Tu ne peux pas simplement t'en aller. En fait, je peux, ai-je dit en ramassant mon sac à main et en me levant. Je n'ai aucune obligation légale de soutenir des adultes capables qui choisissent de ne pas subvenir à leurs propres besoins. Ma seule obligation était morale, basée sur la croyance erronée que vous m'aimiez et m'appréciez réellement. Cette illusion a maintenant disparu. Si tu franchis cette porte, a menacé mon père, ne t'attends pas à être de nouveau la bienvenue dans cette famille. J'ai regardé autour de la table les visages de ma famille. Des gens qui avaient tout pris et rien donné, qui s'étaient moqués de moi et m'avaient rabaissé même en encaissant mes chèques. Ce n'est pas la menace que vous croyez, ai-je dit doucement. Être exclu de cette dynamique toxique ressemble plus à une récompense qu'à une punition. Sur ces mots, j'ai quitté la table, me sentant à la fois terrifié et étrangement libéré. En passant devant le poste de l'hôtesse, je me suis arrêté pour payer les repas qui avaient déjà été servis et je me suis excusé pour le dérangement. Puis je suis sorti dans l'air frais du soir, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai senti, pour la première fois depuis des années, le poids commencer à se soulever de mes épaules. En rentrant chez moi, mes émotions ont rapidement oscillé entre l'euphorie d'avoir enfin pris ma défense, la peur des répercussions et une profonde tristesse pour la famille aimante que j'avais toujours voulu mais jamais eue. Mon téléphone a commencé à vibrer sans cesse avec des SMS et des appels, mais je les ai tous ignorés. Cette nuit était pour moi, pour commencer à assimiler ce qui venait de se passer et ce que cela signifiait pour mon avenir. Dès que je suis entré dans mon appartement, mon téléphone a explosé de notifications. 15 appels manqués, 28 messages textes et 3 messages vocaux, tous de membres de ma famille. J'ai mis mon téléphone en sourdine et je l'ai posé face contre le comptoir, ayant besoin d'espace pour traiter ce qui venait de se passer. Mes mains tremblaient alors que je me versais un verre d'eau. L'adrénaline qui m'avait porté pendant la confrontation s'estompait, me laissant épuisé, mais étrangement paisible. Pour la première fois depuis des années, j'avais dit ma vérité sans la filtrer à travers le prisme de ce que ma famille voulait entendre. Les SMS ont commencé à arriver avant même que j'aie quitté le parking du restaurant. J'ai finalement rassemblé le courage de les lire. De maman, comment as-tu pu nous embarrasser comme ça? Appelle-moi immédiatement. De papa, tu fais une énorme erreur. Nous devons parler maintenant. D'Amanda, tu gâches tout. Et mon mariage? De tante Patricia, ton comportement était choquant. Ta pauvre mère est en larmes. Seuls 2 messages offraient un quelconque soutien. De Michael, ça va? Je pense que tu as bien fait. De Sarah, fière de toi d'avoir pris ta défense. Dis-moi si tu as besoin de quoi que ce soit. J'ai décidé de ne répondre à aucun d'entre eux cette nuit-là. Au lieu de cela, j'ai pris un bain chaud, quelque chose que j'avais rarement le temps de faire, et je me suis permis de simplement exister sans la pression constante des obligations familiales. Le lendemain matin, j'ai appelé la docteure Winters et j'ai pris un rendez-vous d'urgence pour l'après-midi. Quand je suis arrivé à son cabinet, l'environnement familier et calme a aidé à apaiser mes nerfs à vif. « Vous avez tenu tête à votre famille », a-t-elle dit après que je lui ai raconté les événements de la veille. C'était une affirmation, pas une question. « Oui, je l'ai fait », ai-je confirmé. Et je me sens à la fois terriblement mal et soulagé. Les 2 réactions sont tout à fait normales, m'a-t-elle assuré. Vous avez perturbé une dynamique établie de longue date, ce qui est forcément inconfortable même si c'est la bonne chose à faire. Nous avons passé la séance à explorer mes sentiments de culpabilité et à examiner les croyances qui m'avaient maintenu piégé dans le cycle de l'exploitation financière. La docteure Winters m'a aidé à voir que mes parents m'avaient conditionné à me sentir responsable de leur bien-être, inversant la relation naturelle parent-enfant. Ce que vous avez fait a demandé un courage immense, m'a-t-elle dit. Maintenant vient la partie la plus difficile, maintenir vos limites malgré la pression qu'ils exerceront inévitablement. Ces paroles se sont avérées prophétiques. Le lundi matin, mes parents avaient intensifié leurs tentatives pour reprendre le contrôle. Mon père s'est présenté à mon lieu de travail sans préavis, créant une scène dans le hall jusqu'à ce que la sécurité le raccompagne à la sortie. Ma mère a laissé des messages vocaux larmoyants sur la façon dont ils allaient perdre leur maison sans mon aide. Amanda a envoyé une ventilation détaillée des dépenses du mariage avec les dates de paiement surlignées, comme si notre conversation n'avait jamais eu lieu. L'escalade la plus choquante est survenue le mercredi, lorsque mes parents ont contacté mon contact d'urgence au travail,
ma collègue et amie Julia, prétendant qu'il y avait une urgence familiale et qu'il devait me joindre immédiatement. Quand Julia m'a appelé dans son bureau pour me transmettre le message, j'ai craqué et je lui ai tout raconté. C'est de la violence financière, a-t-elle dit sans détour. Et de la violence psychologique aussi. Nathalie, pas étonnant que tu aies été si stressée. Tu as porté toute une famille sur ton dos. Le fait que quelqu'un d'extérieur à la situation valide mon expérience était incroyablement puissant. Julia a partagé que sa propre mère avait été financièrement contrôlante, bien que d'une manière différente, et qu'elle avait également dû établir des limites fermes. La culpabilité ne disparaît jamais complètement, a-t-elle admis. Mais il devient plus facile de la reconnaître comme une réponse programmée sur laquelle vous n'êtes pas obligé d'agir. Armée du soutien de ma thérapeute et maintenant de Julia, je me sentais plus forte lorsque j'ai finalement décidé d'évaluer les dommages financiers de plusieurs années de soutien à ma famille. J'ai rencontré un conseiller financier, Blake Richardson, qui m'a aidé à créer une image complète de ma situation. Les chiffres étaient stupéfiants. Au cours des 4 dernières années, j'avais donné à mes parents plus de 200 000 $. Cela comprenait les mensualités de leurs prêts immobiliers, les prêts automobiles, les factures de cartes de crédit et des prêts qui n'ont jamais été remboursés. De plus, j'avais dépensé environ 50 000 $ en dîners de famille, vacances et cadeaux. Si j'avais investi cet argent à la place, Blake a calculé que j'aurais eu assez pour un apport substantiel sur une maison dans n'importe quel quartier que je désirais, plus un fonds de retraite sain. La bonne nouvelle, a dit Blake, c'est que vous êtes encore jeune et que votre revenu est excellent. Maintenant que vous ne soutenez plus plusieurs foyers, vous pouvez rapidement reconstituer votre épargne. Nous avons créé un nouveau plan financier axé sur mes objectifs plutôt que sur les exigences de ma famille. Pour la première fois, je me suis permis d'envisager un avenir basé sur mes propres rêves, une maison confortable, des expériences de voyage que j'avais toujours reportées et, finalement, l'indépendance financière. 2 semaines après la confrontation au restaurant, j'ai reçu un courrier inattendu. C'était un relevé bancaire pour une carte de crédit que je ne reconnaissais pas, affichant un solde de 22 000 $. En y regardant de plus près, j'ai réalisé avec horreur qu'il s'agissait d'une carte de crédit à mon nom, mais que je n'avais jamais demandé ni utilisée. J'ai immédiatement appelé la société de carte de crédit et j'ai découvert que la carte avait été ouverte il y a 3 ans avec mon numéro de sécurité sociale et mes informations personnelles. L'adresse sur le compte était la maison de mes parents. Le représentant du service client m'a informé que des paiements réguliers avaient été effectués jusqu'à récemment, ou 2 paiements avaient été manqués. La révélation que mes parents avaient commis une usurpation d'identité m'a laissé sous le choc. J'ai consulté mon rapport de crédit et j'ai trouvé 2 cartes de crédit supplémentaires et un prêt personnel, tous à mon nom, mais clairement utilisés par mes parents. La dette frauduleuse totale dépassait 45 000 $. Les mains tremblantes, j'ai appelé mon avocat, David Mercé, spécialisé en droit de la famille et en droit financier. Il a confirmé ce que je soupçonnais. Les actions de mes parents constituaient une usurpation d'identité et une fraude, des crimes graves qui pourraient entraîner des poursuites pénales. Vous avez 2 options, a expliqué David. Vous pouvez porter plainte, ce qui entraînerait probablement des poursuites pénales contre vos parents, ou vous pouvez gérer cela civilement en contestant les comptes frauduleux avec des documents prouvant que vous ne les avez pas autorisés. La décision pesait lourdement sur moi. Malgré tout, la pensée que mes parents fassent face à des accusations criminelles était difficile à supporter. Après mûre réflexion, j'ai choisi de contester les comptes sans porter plainte, à la condition que mes parents signent un accord juridiquement contraignant pour rembourser les dettes légitimes qu'ils avaient contractées. Armé de ces preuves et des conseils juridiques de David, j'ai organisé une rencontre avec mes parents dans un lieu neutre, une salle de conférence au bureau de David. Quand ils sont arrivés, leurs expressions sont passées de la colère moralisatrice à un malaise visible en voyant mon avocat présent. « De quoi s'agit-il » a exigé mon père. « Pourquoi as-tu amené un avocat ?» Sans préambule, j'ai placé les rapports de crédit et les relevés de compte sur la table entre nous. « Il s'agit d'usurpation d'identité et de fraude », ai-je dit calmement. Ces comptes ont été ouverts à mon nom sans ma connaissance ni mon consentement. La couleur a quitté le visage de ma mère. Mon père a tenté son déni habituel et véhément, mais les preuves étaient irréfutables. Vous avez 2 choix, les ai-je informés, suivant les conseils de David. Soit vous signez cet accord pour rembourser les 45 000 $ de dettes frauduleuses, soit je porte plainte pour usurpation d'identité. Tu enverrais tes propres parents en prison, a haleté ma mère. Vous étiez prêt à détruire mon avenir financier, ai-je rétorqué. Ce que vous avez fait est un crime.
Je vous offre un moyen de réparer cela sans poursuite pénale. Après des heures de négociations au cours desquelles mes parents ont alterné entre le déni, la colère et finalement la supplication désespérée, ils ont signé l'accord de remboursement. Les conditions étaient strictes, des paiements mensuels directement aux créanciers, avec leur maison comme garantie. S'il manquait un seul paiement, je procéderais aux poursuites pénales. Alors qu'ils quittaient le bureau, vaincus et maussades, je n'ai ressenti aucune joie dans ma victoire, seulement de la tristesse pour ce que notre relation était devenue et de la colère face à leur trahison. Pourtant, sous ces sentiments, il y avait un sentiment croissant d'autonomisation. Je prenais enfin le contrôle de ma vie et je me protégeais de ceux qui m'avaient exploité pendant des années. Ce soir-là, j'ai reçu un SMS inattendu de ma sœur Amanda. Pouvons-nous parler en privé? Sans maman et papa. Prudemment, j'ai accepté de la rencontrer pour un café le lendemain. Quand nous nous sommes vus, j'ai été surprise de trouver une Amanda très différente de la future mariée pleine de droits du dîner. Elle avait l'air fatiguée et abattue. Je ne savais pas, a-t-elle commencé. Pour les cartes de crédit, les prêts, tout ce qu'il te faisait. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé honnêtement. Elle a baissé les yeux sur son café. Je ne sais pas. Peut-être pas avant, mais maintenant oui. Elle a fait une pause. Ils ont raconté à tout le monde que tu avais abandonné la famille, que tu es égoïste et cruel. Mais Michael m'a dit ce qui s'est réellement passé. Et puis j'ai trouvé une partie des documents de ses cartes de crédit en cherchant quelque chose dans le bureau de papa. Pour la première fois, ma sœur voyait nos parents clairement, sans le filtre du favoritisme qui l'avait protégé toutes ces années. C'était un réveil douloureux. Je reporte le mariage, a-t-elle poursuivi. Jackson et moi allons économiser nous-mêmes. Faire quelque chose de plus petit. Ce n'est pas juste de s'attendre à ce que tu paies pour tout, surtout après ce qu'ils ont fait. Ces mots étaient la première reconnaissance sincère de la part d'un membre de la famille de la façon injuste dont j'avais été traité. Ce n'était pas tout à fait des excuses, mais c'était un début. Mon frère Michael a appelé plus tard cette semaine-là, exprimant des réalisations similaires. J'ai toujours su qu'il favorisait Amanda et te traitait différemment, a-t-il admis, mais je n'avais aucune idée de l'aspect financier. Sarah me dit depuis des années que quelque chose n'allait pas dans la façon dont il s'attendait à ce que tu les soutiennes, mais je ne voulais pas le voir. Ces conversations avec mes frères et sœurs étaient douces amères. D'un côté, c'était gratifiant de les voir enfin reconnaître la violence que j'avais subie. De l'autre, cela soulignait combien de temps ils avaient été prêts à profiter de mon exploitation sans la remettre en question. Au fil des semaines, l'ampleur des conséquences de ma décision est devenue évidente. Mes parents, désespérés de maintenir leur style de vie sans mon soutien financier, ont commencé à répandre des mensonges de plus en plus malveillants à mon sujet auprès de la famille élargie et de leur cercle social. Selon eux, j'avais eu une sorte de dépression nerveuse, j'étais tombé sous l'influence de mauvaises personnes au travail, où j'accumulais égoïstement de l'argent pendant qu'ils faisaient face à la misère. Le plus douloureux a été lorsqu'ils ont dit à ma grand-mère, qui vivait dans un autre état et avec qui j'avais toujours été proche, que je les avais coupés des vivres sans raison et que je refusais de leur parler malgré leurs tentatives aimantes de réconciliation. Lorsque ma grand-mère m'a appelé, inquiète et confuse, j'ai dû lui expliquer doucement la réalité de la situation, y compris l'usurpation d'identité. Son choc et sa colère subséquente envers mes parents ont été une autre conséquence douloureuse de leurs actions. J'ai toujours pensé que Robert était trop contrôlant avec l'argent, m'a-t-elle dit. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il volerait sa propre fille. Ton grand-père serait consterné. La division familiale s'est approfondie lorsque les parents ont commencé à prendre parti. Les frères de mon père se sont ralliés à lui, laissant des messages désagréables sur la loyauté et le devoir familial. La sœur cadette de ma mère, qui avait toujours été plus indépendante que ma mère, m'a contacté pour m'offrir son soutien. Ta mère a toujours été jalouse de quiconque peut se débrouiller seule, m'a-t-elle confié. Elle m'en a voulu d'avoir créé ma propre entreprise au lieu de compter sur un mari ou des enfants. Je ne suis pas surprise qu'elle en veuille aussi à ton succès. Cette perspective sur la psychologie de ma mère était éclairante, mais n'a guère atténué la douleur de sa trahison. J'avais toujours cru que sous ces critiques se cachait de l'amour et de la fierté pour mes réalisations. Maintenant, je devais faire face à la possibilité que ces sentiments à mon égard soient beaucoup plus compliqués et peut-être plus sombres que je ne l'avais admis. Les révélations financières ont continué alors que je travaillais avec mon avocat et mon conseiller financier pour démêler le réseau d'exploitation au-delà des comptes frauduleux à mon nom. J'ai découvert que mes parents avaient utilisé mes informations financières d'autres manières.
Ils m'avaient inscrite comme garante sur leur ligne de crédit sur valeur domiciliaire sans ma connaissance. Ils avaient utilisé mon adresse à des fins fiscales pour réclamer certaines déductions. Ils avaient même tenté d'accéder à mes comptes de retraite en se faisant passer pour moi au téléphone, bien que, heureusement, les mesures de sécurité de l'institution financière aient empêché cela. Chaque découverte était comme une nouvelle trahison, rouvrant des blessures que j'essayais désespérément de guérir. La docteure Winters m'a aidé à traiter ces révélations non pas comme de nouvelles blessures, mais comme la confirmation que j'avais pris la bonne décision pour me protéger. Ils vous montrent exactement qui ils sont, a-t-elle dit lors d'une séance particulièrement difficile après que j'ai appris l'existence de la ligne de crédit. Croyez-les. Ma rencontre avec le conseiller financier Blake a pris une nouvelle urgence alors que nous travaillions à sécuriser mes informations financières et à prévenir d'autres fraudes. Nous avons gelé mon crédit, changé tous mes comptes et mots de passe, et mis en place des services de surveillance pour m'alerter de toute activité suspecte. Malheureusement, ce type de violence financière au sein des familles est plus courant qu'on ne le pense, m'a dit Blake. La trahison de la confiance le rend particulièrement dévastateur. Nous avons calculé qu'en plus des plus de 200 000 $ que j'avais sciemment donnés à mes parents, ils avaient frauduleusement obtenu ou m'avaient engagé dans environ 70 000 $ d'obligations supplémentaires. L'impact total sur ma santé financière approchait les 300 000 $, sans compter le coût d'opportunité perdu des investissements que j'aurais pu faire. Malgré cette somme stupéfiante, Blake m'a assuré que ma situation était loin d'être désespérée. Vous avez un excellent revenu et maintenant que vous ne soutenez plus plusieurs foyers, vous pouvez vous reconstruire rapidement. D'ici 2 ans, vous pourriez être dans une meilleure situation financière que la plupart des gens de votre âge. Cette perspective m'a aidé à me concentrer sur l'avenir plutôt que de m'attarder sur ce qui m'avait été pris. Je me suis engagé dans un plan de redressement financier strict, réduisant les dépenses inutiles et maximisant mes cotisations de retraite. Pour la première fois, j'épargnais et investissais pour moi-même, et non pour créer un filet de sécurité pour les autres. 3 mois après la confrontation au restaurant, j'ai reçu un courriel de mon père. L'objet était « réconciliation », mais le contenu révélait un objectif très différent. Après de brèves excuses manifestement peu sincères, si je m'étais senti blessé par quelque chose qu'ils auraient pu faire, le courriel en venait à son véritable propos, ils faisaient face à une saisie de leur maison et avaient besoin de mon aide une dernière fois. L'ancienne moi aurait immédiatement répondu par une offre d'aide, sacrifiant ma propre santé financière pour les sauver une fois de plus. La nouvelle moi, renforcée par la thérapie et soutenue par de véritables amis, a reconnu la manipulation pour ce qu'elle était. J'ai transféré le courriel à David, mon avocat, qui a confirmé qu'en vertu de notre accord, mes parents étaient tenus de vendre leur maison pour rembourser les dettes frauduleuses avant de faire face à une saisie. Ils essaient de contourner l'accord juridique, a expliqué David. S'ils vous contactent à nouveau au sujet de questions financières, dirigez-les vers moi. J'ai envoyé une réponse brève et factuelle, les renvoyant à l'accord signé et aux coordonnées de David. En quelques heures, ma mère a appelé, pleurant hystériquement à l'idée de devenir sans abri. Quand j'ai calmement réitéré qu'il devait parler à mon avocat, ses larmes ont séché instantanément, remplacées par une fureur froide. « Tu as toujours été une enfant égoïste », a-t-elle sifflé. « Après tout ce que nous avons fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies, en lâchant des avocats sur tes propres parents. » « J'applique un accord que vous avez signé après avoir commis une fraude à mon nom, » ai-je répondu, surprise de ma propre fermeté. « Ce n'est pas égoïste. C'est de l'autodéfense. »« Nous sommes tes parents » a-t-elle crié, comme si cette relation leur donnait le droit de commettre des crimes contre moi sans conséquence. « Oui, vous l'êtes, ai-je reconnu. Et cela rend votre trahison encore pire. » J'ai mis fin à l'appel et j'ai immédiatement contacté la docteure Winters, qui m'a aidé à surmonter la culpabilité et le doute renouvelé que l'appel de ma mère avait déclenché. Ils utilisent la carte parent comme une arme, a-t-elle observé. Mais être parent leur donnait des responsabilités envers vous, pas des droits illimités pour vous exploiter. Pendant ce temps, mon frère Michael a révélé que nos parents l'avaient pressé de me raisonner et de me convaincre de les aider à garder leur maison. Ils avaient également approché ma sœur Amanda avec la même demande, suggérant que si elle pouvait me persuader de les sauver financièrement, il l'aiderait avec son mariage après tout. Ils essaient de nous utiliser les uns contre les autres, a dit Michael avec dégoût. Ils n'ont pas changé du tout. Le développement le plus surprenant est venu lorsque Jackson, le fiancé d'Amanda, m'a contacté directement. Nous n'avions jamais été particulièrement proches, mais il voulait me rencontrer pour un café pour discuter de quelque chose d'important. Quand nous nous sommes vus, il semblait nerveux mais déterminé.
Je dois te dire quelque chose à propos de tes parents, a-t-il commencé. L'année dernière, avant qu'Amanda et moi soyons fiancés, ton père m'a approché avec une proposition. Il a suggéré que si j'épousais Amanda, la famille en bénéficierait financièrement parce que tu paierais pour tout. Je le fixais, abasourdi par cette révélation. Quoi? Jackson a hoché la tête, mal à l'aise. Il a laissé entendre que se marier dans votre famille était une bonne décision parce que tu étais la vache à lait qui s'assurerait que tout le monde soit pris en charge. J'étais horrifié, mais Amanda m'a assuré que ce n'était pas comme ça, que tu étais juste généreuse avec la famille. La nature calculatrice de la pensée de mon père, la façon dont il m'avait vu non pas comme une fille mais comme une ressource à exploiter et même à utiliser comme monnaie d'échange dans les relations des autres, m'a laissé sans voix. Je voulais que tu le saches, a poursuivi Jackson, parce qu'Amanda et moi essayons de construire une relation honnête, et garder ce secret me semblait mal. De plus, après ce qu'ils ont fait avec ses cartes de crédit, il a secoué la tête. Tu mérites de savoir la vérité. Cette conversation avec Jackson a été la dernière preuve dont j'avais besoin pour accepter pleinement que ma relation avec mes parents n'avait jamais été ce que je prétendais qu'elle était. Ils ne m'avaient pas vu comme une fille à aimer et à soutenir, mais comme un outil utile à exploiter pour leurs propres bénéfices. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre que je n'ai jamais eu l'intention d'envoyer, déversant des années de blessures, de déception et de colère. L'acte de mettre ces sentiments en mots était cathartique, me permettant de reconnaître la profondeur de ma douleur sans la diriger contre qui que ce soit. Quand j'ai eu fini, je me suis sentie plus légère, comme si j'avais enfin déposé un fardeau que je portais depuis des décennies. 6 mois après la confrontation au restaurant, ma vie s'était transformée d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Libéré du fardeau financier de soutenir mes parents et du fardeau émotionnel de chercher leur approbation, j'ai découvert en moi des espaces pour une nouvelle croissance et de nouvelles connexions. Mes séances de thérapie avec la docteure Winter sont passées de la gestion de crise à un travail de guérison plus profond. Nous avons exploré les schémas de mon enfance qui avaient façonné mes tendances à vouloir plaire aux autres et avons travaillé à développer un sens plus fort de l'estime de soi qui n'était pas lié à la validation externe ou à la productivité. Vous avez une valeur intrinsèque, me rappelait la docteure Winters. Non pas à cause de ce que vous fournissez aux autres, mais simplement parce que vous existez. Ce concept était révolutionnaire pour quelqu'un qui avait été élevé en croyant que ma valeur se mesurait à mon utilité pour les autres. Progressivement, j'ai commencé à intérioriser cette nouvelle perspective, prenant des décisions basées sur mes propres besoins et désirs plutôt que d'anticiper ce que les autres attendaient de moi. L'un des changements les plus significatifs a été le développement d'un véritable système de soutien en dehors de ma famille. Julia, ma collègue qui m'avait soutenu pendant la crise initiale, est devenue une amie proche. Nous avons commencé à nous voir chaque semaine pour un café, partageant nos expériences avec des dynamiques familiales difficiles et célébrant nos petites victoires dans l'établissement de schémas plus sains. J'ai également rejoint un groupe de soutien pour les enfants adultes de parents émotionnellement abusifs, où j'ai trouvé une communauté avec d'autres qui comprenaient vraiment mes expériences. La validation et la sagesse partagée de ce groupe ont accéléré ma guérison d'une manière que la thérapie individuelle seule n'aurait pas pu accomplir. La partie la plus difficile pour moi a été d'accepter que je ne pouvais pas les changer, à partager un membre du groupe dont l'histoire résonnait profondément avec la mienne. Une fois que j'ai arrêté d'essayer de gagner leur amour et que je me suis concentré sur le fait de m'aimer moi-même, tout a changé. Alors que mon cercle intime se transformait, ma situation de vie a également changé. Avec ma nouvelle liberté financière, j'ai décidé de vendre mon appartement et d'acheter une petite maison dans un quartier que j'aimais. Le processus de création d'un foyer qui reflétait mes goûts et mes priorités est devenu une manifestation physique de mon parcours émotionnel. J'ai peint les murs de couleurs que j'avais toujours admirées, mais que ma mère aurait critiquées comme étant trop audacieuses. J'ai disposé les meubles pour le confort et la fonctionnalité plutôt que pour l'apparence. J'ai planté un jardin dans la petite cour arrière, trouvant une paix inattendue dans le fait de nourrir des choses qui grandissent. Mes parents, pendant ce temps, ont été contraints de déménager dans un logement beaucoup plus petit après avoir vendu leur maison pour se conformer à notre accord juridique. Ils ont emménagé dans un appartement de 3 pièces et, pour la première fois depuis des décennies, mon père a commencé à chercher activement un emploi. Selon Michael, qui maintenait un contact limité avec eux, la transition a été difficile et fréquemment imputée à moi. Papa se plaint constamment de devoir travailler à son âge, a rapporté Michael après une brève visite à leur nouvel appartement. Maman n'arrête pas de dire qu'ils ne seraient pas dans cette situation si leur fille ne les avait pas abandonnés. Bien que ces rapports me piquent encore, la douleur était plus sourde, maintenant plus une triste reconnaissance de ce qui ne pourrait jamais être qu'une blessure aiguë.
J'ai maintenu mes limites, redirigeant fermement tout contact direct sur les questions financières vers mon avocat et limitant les autres communications à de brefs échanges factuels lorsque nécessaire. Au fil des mois, mes parents ont fait plusieurs tentatives de réconciliation. Bien que leur définition de la réparation n'ait jamais inclus une véritable prise de responsabilité pour leurs actions ou leurs comportements, chaque tentative suivait un schéma prévisible, chaleur initiale et vagues excuses, suivi d'allusions subtiles à leurs difficultés financières, culminant en des demandes directes d'aide lorsque les approches précédentes échouaient. La docteure Winters m'a aidé à reconnaître ces schémas et à y répondre de manière appropriée, reconnaissant tout effort sincère de connexion tout en maintenant fermement mes limites concernant le soutien financier. Ils doivent subir les conséquences naturelles de leurs actions, m'a-t-elle rappelé. C'est ainsi que le vrai changement se produit, s'il doit se produire. La saison des fêtes approchantes présentait un nouveau défi. Thanksgiving avait toujours été passé chez mes parents, moi fournissant la nourriture et souvent la cuisine aussi, tout en endurant des critiques sur tout, de la cuisson de la dinde à mes choix de vie personnelle. Cette année serait différente. Après mûre réflexion, j'ai décliné l'invitation de mes parents, qui était accompagnée de références culpabilisantes à « peut-être notre dernier Thanksgiving dans cet appartement si les choses ne s'améliorent pas ». Au lieu de cela, j'ai accepté l'invitation de Julia à me joindre à la célébration de sa famille. Le contraste était éclairant. La famille de Julia m'a accueilli chaleureusement, a engagé avec moi une conversation sincère, a exprimé de l'intérêt pour ma vie sans jugement, et m'a remercié sincèrement pour la tarte que j'avais apportée. Il n'y avait pas de compliments déguisés, pas de critiques à peine voilées, pas de tension mijotant sous une politesse forcée. « Est-ce que c'est toujours comme ça ?» ai-je demandé doucement à Julia alors que nous aidions à nettoyer après le dîner. « Comme quoi ?» a-t-elle demandé, sincèrement confuse. « Si agréable. Si libre de drame et de culpabilité. » Julia a ri, puis est devenue sérieuse quand elle a réalisé que je ne plaisantais pas. Toutes les réunions de famille ne sont pas parfaites, mais oui, en général, c'est comme ça. C'est ce que la famille est censée être, Nathalie. Ces mots sont restés avec moi longtemps après les fêtes. C'est ce que la famille est censée être. Pas une obligation ou une source de stress, mais une véritable source de soutien et d'appartenance. À l'approche de Noël, j'ai pris une autre décision importante. Plutôt que de participer à l'échange de cadeaux familial habituel, qui m'avait toujours impliqué à donner des cadeaux coûteux et à recevoir des articles symboliques en retour, j'ai décidé de réorienter mon budget des fêtes. J'ai fait des dons à des organisations soutenant les victimes de violences financières et les enfants de milieux défavorisés, des causes qui étaient devenues personnellement significatives pour moi. J'ai aussi créé de nouvelles traditions pour moi-même, assistant à un concert de Noël avec Julia et son mari, faisant du bénévolat lors d'un dîner communautaire, et organisant une petite réunion pour des amis la veille de Noël. Mon frère Michael et sa femme Sarah nous ont rejoints, apportant un plat fait maison et des cadeaux simples et attentionnés. Amanda et Jackson sont passés brièvement, naviguant toujours dans leurs propres sentiments compliqués concernant notre dynamique familiale. Ils avaient reporté leur mariage indéfiniment, choisissant plutôt d'économiser pour une maison et de construire leur relation sur des bases plus solides avant de prendre cet engagement. Le fait que tu aies tenu tête à maman et papa m'a fait réaliser que je me précipitais dans le mariage en partie parce que c'était ce qu'ils attendaient, m'a confié Amanda alors que nous partagions un moment tranquille dans la cuisine. J'essaie de comprendre ce que je veux vraiment, pas ce qui leur plaira ou résoudra leurs problèmes. C'était la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Un cadeau inattendu, plus précieux que n'importe quel présent emballé. La nouvelle année a apporté un autre développement surprenant. J'ai reçu une offre d'emploi d'une entreprise de technologie concurrente avec une augmentation de salaire significative et plus de responsabilités de direction. Par le passé, j'aurais immédiatement refusé, inquiète de la manière dont un changement d'emploi affecterait ma capacité à soutenir ma famille. Maintenant, j'étais libre de considérer l'opportunité uniquement en fonction de mes propres objectifs de carrière et de mes intérêts. Après mûre réflexion et consultation avec des mentors en qui j'avais confiance, j'ai accepté le poste. La transition a redynamisé ma vie professionnelle, me mettant au défi de nouvelles manières et me connectant avec des collègues qui appréciaient mes contributions. En quelques mois, je dirigeais un projet majeur qui mettait en valeur mes compétences techniques et de leadership, obtenant une reconnaissance que j'aurais autrefois rejetée comme imméritée. Ma situation financière s'est également améliorée rapidement. Sans le fardeau de soutenir plusieurs foyers, mes économies ont augmenté rapidement. Blake, mon conseiller financier, m'a aidé à développer un plan complet qui comprenait des économies de retraite, des investissements et des fonds pour des objectifs personnels comme les voyages et la formation continue.
vous êtes en bonne voie pour atteindre l'indépendance financière bien avant la date prévue, a-t-il noté lors de notre réunion de suivi semestrielle. La différence dans votre trajectoire est remarquable. Les changements les plus profonds, cependant, étaient internes. J'ai commencé à reconnaître et à contester la voix intérieure critique qui avait toujours fait écho au jugement de mes parents. J'ai pratiqué l'autocompassion lorsque je faisais des erreurs. Au lieu de me réprimander, j'ai appris à identifier mes propres préférences et désirs plutôt que de me ranger automatiquement à l'avis des autres. Ces changements se sont manifestés de manière surprenante. J'ai découvert que j'aimais réellement parler en public, quelque chose que j'avais évité parce que mon père s'était moqué d'une présentation que j'avais faite au lycée. J'ai trouvé que je préférais les couleurs et les motifs audacieux dans mes vêtements, malgré l'insistance de ma mère toute sa vie pour que je porte des tons neutres amincissants. J'ai réalisé que j'adorais cuisiner des repas élaborés lorsque c'était par choix plutôt que par obligation. De petites découvertes peut-être, mais elles représentaient une réappropriation fondamentale de soi qui avait été réprimée pendant des décennies sous le poids des attentes et des jugements des autres. Un an après la confrontation au restaurant, je pouvais regarder en arrière et voir non seulement ce que j'avais perdu, mais ce que j'avais gagné. Le voyage avait été douloureux, les coûts réels. Les relations familiales avaient été irrémédiablement altérées. Les illusions d'amour parental brisées, des ressources financières perdues. Pourtant, de ces pertes avait émergé un moi plus fort, plus authentique, capable de créer des limites, de reconnaître une connexion véritable et de construire une vie alignée sur mes propres valeurs plutôt que sur les exigences des autres. Exactement un an après le dîner qui a tout changé, j'étais assise dans mon jardin, réfléchissant au chemin parcouru. Les fleurs de printemps éclosaient, un rappel visuel de la croissance et du renouveau après un hiver difficile. Ma nouvelle maison, une modeste mais charmante maison de 2 chambres avec un jardin, représentait plus qu'un simple espace physique. C'était un sanctuaire que j'avais créé pour moi-même, libre de l'influence et des attentes des autres. Ma relation avec mes parents s'était installée dans un schéma soigneusement structuré. Après des mois de tentatives de manipulation et plusieurs cycles de rupture et de réconciliation superficielle, nous avions établi ce que ma thérapeute appelait un « contact structuré ». Nous communiquions principalement par courriel, avec des appels téléphoniques brefs occasionnels à des fins spécifiques. Nos interactions étaient civiles mais distantes, axées sur des questions pratiques plutôt que sur une connexion émotionnelle. Mon père avait trouvé un travail à temps partiel comme consultant, bien qu'il se plaigne fréquemment de l'indignité de devoir travailler à son âge. Ma mère avait pris un poste dans une boutique locale, son premier emploi en des décennies. Ils continuaient à vivre dans leur appartement, ayant finalement accepté que leur style de vie précédent, financé par mon revenu, n'était plus disponible pour eux. L'accord juridique concernant les comptes frauduleux avait été respecté avec la vente de leur maison couvrant la plupart des dettes. J'avais absorbé quelques pertes, mais Blake m'a assuré que ma reprise financière était bien en avance sur le calendrier. Mon nouvel emploi s'accompagnait d'options sur actions qui montraient déjà des rendements prometteurs, et mes économies avaient considérablement augmenté sans le fardeau de soutenir plusieurs foyers. Plus important que la résolution financière était la liberté émotionnelle que j'avais acquise. La docteure Winters et moi avions travaillé à travers des couches de culpabilité et d'obligations conditionnées, développant de nouveaux schémas de pensée qui me permettaient de prioriser mon propre bien-être sans le poids écrasant de la honte qui avait autrefois accompagné tout acte de soin personnel. Le changement le plus significatif que je vois en vous, a observé la docteure Winters lors d'une session récente, est votre capacité à distinguer la responsabilité authentique de l'obligation imposée. Vous pouvez maintenant reconnaître quand quelqu'un essaie de vous manipuler par la culpabilité ou la loyauté familiale. Ce nouveau discernement m'avait permis de maintenir des relations plus saines avec mes frères et sœurs, qui avaient subi leur propre prise de conscience sur nos dynamiques familiales. Michael et Sarah étaient devenus des habitués de ma vie, me rejoignant pour dîner toutes les quelques semaines et partageant des conversations honnêtes sur notre éducation et ses effets. Amanda et moi avions développé une connexion plus hésitante mais de plus en plus authentique. Après avoir reporté son mariage, elle avait commencé une thérapie elle-même, commençant à reconnaître comment le favoritisme de nos parents avait façonné son sentiment de droit et sa dépendance. Nos conversations étaient parfois inconfortables, mais toujours réelles, un contraste frappant avec les interactions superficielles du passé. Je n'avais jamais réalisé à quel point ils nous montaient les uns contre les autres, m'a-t-elle dit lors d'un déjeuner récent. Ils m'ont fait croire que tu avais la vie facile parce que tu étais intelligente et que tu réussissais, tandis que j'avais besoin de leur aider de leur protection. En y repensant, je peux voir qu'ils nous utilisaient toutes les deux de différentes manières. Cette prise de conscience de ma sœur, qui avait été l'outil de manipulation le plus efficace de mes parents,
représentait un changement profond dans notre système familial. Les anciennes dynamiques étaient remises en question, les règles tacites contestées, les rôles établis rejetés. Mon cercle social s'était élargi et approfondi d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Julia et son mari étaient devenus des amis proches, m'incluant dans les réunions de famille et les activités du week-end. Mon groupe de soutien pour les enfants adultes de parents émotionnellement abusifs m'avait fourni à la fois une guérison et des amitiés durables avec des gens qui comprenaient vraiment mes expériences. J'avais même recommencé à sortir avec des hommes, prudemment au début, craignant de répéter les schémas de donner trop et d'attendre trop peu. Thomas, un architecte logiciel que j'ai rencontré lors d'une conférence professionnelle, était patient avec mes limites prudentes et respectueux de mon parcours. Notre relation se développait lentement, fondée sur le respect mutuel et l'intérêt sincère plutôt que sur le besoin ou l'obligation. Peut-être le changement le plus significatif était-il ma relation avec moi-même. La voix intérieure critique qui avait fait écho au jugement de mes parents pendant des décennies s'était progressivement calmée, remplacée par une évaluation plus compatissante et réaliste de mes forces et de mes faiblesses. J'avais appris à célébrer mes réalisations sans les minimiser, et à reconnaître mes erreurs sans me définir par elles. Cette acceptation de soi s'étendait à mon apparence, mes préférences, mes choix et mes besoins. Je ne me sentais plus obligé de justifier mon existence par une productivité constante ou un service aux autres. Je pouvais me reposer sans culpabilité, rechercher le plaisir sans honte et exprimer la colère sans peur. La guérison n'était pas complète, et ne le serait peut-être jamais. Il y avait encore des moments de doute, des éclairs des anciens schémas, des rêves occasionnels dans lesquels j'étais de nouveau l'enfant désespéré cherchant une approbation qui n'est jamais venue. Mais ces moments ne me définissaient plus ni ne déterminaient mes choix. C'étaient des échos du passé, pas des dictats pour le présent ou l'avenir. Alors que j'étais assise dans mon jardin en cet anniversaire, je réfléchissais aux leçons de ce difficile voyage. La vraie famille se définit par le respect mutuel et le soutien, non par le sang ou l'obligation. Les personnes qui m'avaient soutenu, validé mes expériences et respecté mes limites s'étaient avérées être plus une famille pour moi que ceux qui partageaient mon ADN mais exploitaient ma loyauté. Établir des limites n'est pas égoïste. C'est essentiel pour des relations saines. En établissant et en maintenant des limites claires sur ce que j'accepterais et fournirais, j'avais créé un espace pour des connexions plus authentiques basées sur le soin mutuel plutôt que sur l'exploitation. L'indépendance financière est une forme d'autoprotection. En sécurisant mes propres ressources et en m'assurant qu'elles étaient utilisées selon mes valeurs et mes priorités, j'avais gagné la liberté de la manipulation et du contrôle. La guérison nécessite à la fois la séparation et la connexion. M'éloigner des relations toxiques avait été nécessaire, mais il était tout aussi important de construire de nouvelles relations plus saines qui démontraient à quoi ressemblait le soin et le respect authentique. L'estime de soi est inhérente, pas gagnée par le service ou le sacrifice. C'était peut-être la leçon la plus difficile, nécessitant une pratique et un renforcement quotidien pour contrer des décennies de messages contraires. Pourtant, c'était aussi la plus transformatrice, remodelant la façon dont je me déplaçais dans le monde et interagissais avec les autres. Ces leçons avaient eu un coût élevé. L'illusion de l'amour parental inconditionnel avait été brisée. Les relations familiales, modifiées de manière permanente. Des années de ressources financières perdues. Pourtant, ce que j'avais gagné était bien plus précieux, une connaissance de soi authentique, des connexions sincères et la liberté de créer une vie alignée sur mes propres valeurs plutôt que sur les attentes des autres. Alors que le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur mon jardin, j'ai ressenti un profond sentiment de paix. Le voyage n'était pas terminé, mais la partie la plus difficile était derrière moi. Le chemin à venir, bien que pas toujours clair ou facile, était le mien à choisir, guidé par ma propre sagesse et entouré de personnes qui me voulaient vraiment du bien. Si vous avez déjà eu du mal à établir des limites avec votre famille, j'aimerais beaucoup lire votre histoire dans les commentaires. Quel a été votre tournant? Comment avez-vous trouvé le courage de vous défendre? Aimez cette vidéo si elle a résonné en vous. Abonnez-vous pour plus d'histoires de résilience et de guérison, et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il est normal de se protéger de ceux qui auraient dû les protéger. Merci d'avoir écouté mon parcours. Et souvenez-vous, vous méritez le respect, l'amour et le soutien, même de ceux qui portent le titre de famille.